Salut les terriens, bienvenue sur le Journal de l'Espace, l'émission où on fait le tour de l'actualité spatiale de la semaine. Aujourd'hui, écoutez, je n'ai pas d'annonce particulière, donc je veux simplement en profiter pour vous remercier d'être toujours aussi fidèles au Journal de l'Espace. La chaîne continue de grandir et ça me fait super plaisir. Donc, merci beaucoup pour ça. Il me reste qu'à vous souhaiter une très bonne vidéo. L'humanité doit préserver la Terre avant de rêver de coloniser Mars, car même en cas de guerre nucléaire ou de changement climatique effréné, la planète rouge ne sera jamais aussi vivable. Voilà une petite phrase qui va faire grand bruit, surtout quand on sait qu'elle a été prononcée par l'ancien président des États-Unis, Barack Obama. L'ex-président s'est exprimé mercredi 13 mars pendant près d'une heure lors d'une conférence sur les énergies renouvelables à Paris, le Power Earth Summit. Il a également évoqué les manias de la Silicon Valley, dont beaucoup construisent des vaisseaux spatiaux qui pourraient emmener des humains sur Mars. Très incisif, Barack Obama a même évoqué son grand scepticisme vis-à-vis de certaines personnes parlant de projets de colonisation de Mars parce que l'environnement terrestre pourrait devenir invivable. Bon, sans vouloir le citer, vous aurez tous compris qu'Elon Musk était principalement visé par ces déclarations. Obama a poursuivi son discours en ajoutant qu'il préférait largement que nous investissions pour prendre soin de notre planète. Pour lui, l'exploration spatiale devrait servir à rassembler des connaissances et des découvertes plutôt qu'à créer un nouvel espace de vie pour l'humanité. Sans ambiguïté, il a même affirmé « Nous avons été conçus pour cet endroit et ce serait bien si nous le préservions de manière à ce qu'il soit vivable ». Bon, il faut bien comprendre que ça reste un discours très politique, puisque l'ancien président a tout de même ajouté aimer l'exploration spatiale et attendre avec impatience de nous voir arriver sur Mars et au-delà. Un discours donc qui souffle à la fois le chaud et le froid. Obama s'exprimait en tant qu'invité spécial devant une centaine d'industriels des énergies renouvelables. Il reste à savoir quelle sera la portée réelle de telles affirmations face à la très forte dynamique actuelle qui règne autour du Starship d'Elon Musk et de ses projets de colonisation martienne, mais aussi, et ne l'oublions pas, de ses concurrents directs comme Blue Origin, financé par Jeff Bezos. En d'autres termes, est-ce qu'une prise de conscience générale sur la nécessaire préservation de notre planète pourrait avoir une conséquence sur la poursuite de ses futurs programmes spatiaux ? Ça, seul l'avenir et surtout l'évolution de l'opinion publique le diront, mais ça risque de prendre pas mal de temps. La China Aerospace Science and Technology Corporation, plus connue sous le nom de CASC, prévoit de lancer pour la première fois des fusées semi-réutilisables de 4 et 5 mètres de diamètre dès 2025 et 2026. Cette info, tout ce qu'il y a de plus officiel, provient de Wang Wei, député à l'Assemblée populaire nationale, et bien qu'il n'ait pas donné plus de précisions sur les modèles des lanceurs concernés, d'autres sources permettent de penser qu'il s'agirait dans un premier temps de la Longue Marche 10. La Longue Marche 10, c'est une fusée prévue pour envoyer une capsule de nouvelle génération avec équipage sur une orbite basse, avec comme objectif de rallier la station spatiale chinoise. La version simple est prévue pour partir en 2025, et une variante équipée de 2 boosters arrivera plus tard et lancera le nouveau vaisseau spatial Mengzhou sur une orbite translunaire. Dit autrement, cette fusée est la clé de la stratégie chinoise visant à envoyer des astronautes sur la Lune avant 2030. Elle mesurera 92 mètres de hauteur et pourra lancer 27 tonnes en orbite translunaire. On est donc face à une sorte de SLS chinoise, mais par contre semi-réutilisable. L'autre lanceur concerné par ce grand programme de modernisation serait une fusée de 4 mètres de diamètre, capable de lancer jusqu'à 6500 kg de charge utile sur une orbite héliosynchrone à 700 km d'altitude. On sait aussi que ce second modèle ne sera pas gouvernemental mais privé, ce qui est parfaitement cohérent avec la stratégie actuelle de l'agence spatiale chinoise qui soutient le spatial commercial privé dans le but de booster les innovations et la concurrence. Bon, il ne faut pas oublier que la Chine a un besoin vital de capacités de lancement très importantes si elle veut tenir le rythme de ses ambitions, et notamment celle de la mise en place de plusieurs méga-constellations en orbite basse. Un exemple très concret de ce partenariat, c'est l'ouverture et le partage des installations d'essais à grande échelle, telles que les bancs d'essais de moteurs de fusée. Et ce n'est pas tout, comme la NASA le fait avec SpaceX, l'agence spatiale chinoise participera également à la construction de sites de lancement commerciaux et fournira d'autres infrastructures pour soutenir les lancements commerciaux privés.
En tout cas, la grande modernisation des lanceurs chinois est très proche, avec des progrès constants et rapides dans la maîtrise des technologies du réutilisable, que ce soit au niveau moteur avec le YF-209, un moteur réutilisable au méthane et oxygène liquide, ou au niveau lanceur avec ces derniers mois de nombreux essais réussis par le secteur privé. La maîtrise technologique du pays est bel et bien présente, il reste désormais à la Chine à la mettre en place de façon industrielle, ce qui, croyez-moi, ne saurait tarder. Landspace, Space Pioneer, Galactic Energy et eSpace font partie des entreprises qui travaillent à court terme sur des vols de lanceurs non réutilisables qui pourraient être rendus réutilisables très rapidement. Le plus en avance, Deep Blue Aerospace pourrait même effectuer sa première tentative de lancement orbital et de récupération à la fin de cette année. Si tout se passe bien donc, on devrait assister à l'avènement du réutilisable chinois, une technologie à laquelle personne ou presque ne croyait avant sa mise au point par SpaceX, et les nombreux vols sans échec de sa Falcon 9, une fusée qui a tout de même réussi à détrôner le Soyouz russe comme lanceur le plus fiable au monde. Bon, c'est également une sorte de consécration pour Elon Musk qui peut désormais se vanter d'avoir indirectement modifié toute la stratégie des lancements chinois, mais également européens qui, bien que très en retard, planchent sérieusement sur une prochaine génération de lanceurs semi-réutilisables. Alors que la NASA se prépare pour ses premières missions Artemis avec équipage, l'agence spatiale américaine construit, teste et assemble la prochaine évolution de sa fusée géante Space Launch System, plus connue sous l'acronyme SLS. Cette version est plus grande et plus puissante, son nom de code est Block 1B, elle peut envoyer un équipage et de gros équipements autour de la Lune en un seul lancement, et on devrait l'avoir décollée pour la mission Artemis 4. Bien que certains la qualifient d'obsolète, il faut savoir que le SLS a été conçu dès le début pour évoluer vers des configurations plus puissantes afin de fournir une plateforme flexible très utile quand on veut explorer la Lune et le système solaire. Chacune des modifications apportées au moteur SLS, au propulseur à poudre et à l'étage supérieur de la fusée s'appuie sur les succès de la conception du bloc 1, qui a volé pour la première fois avec Artemis 1 en novembre 2022, et qui le sera encore une fois pour les premières missions avec équipage, c'est-à-dire Artemis 2 et 3. La bonne nouvelle, c'est que les premiers éléments sont déjà en cours de fabrication au centre d'assemblage de la NASA à la Nouvelle-Orléans, tandis que les préparatifs pour la série de tests pour son étage supérieur amélioré sont en cours au centre spatial Stennis, situé à proximité dans le Mississippi. Alors oui, vous avez compris, cette version est plus puissante et augmenteront la capacité de charge utile du SLS de 40%, c'est-à-dire qu'elle passera de 27 tonnes à environ 38 tonnes envoyées vers la Lune. Comme nous sommes dans le journal de l'espace, nous allons nous pencher en détail pour essayer de comprendre comment les ingénieurs ont réussi une telle performance tout en maîtrisant les coûts dans cette période un peu tendue pour la NASA. L'architecture de base de la fusée a été conservée, même étage central, même conception des propulseurs à poudre et des composants du bloc 1. Pourtant, le bloc 1B présente deux changements majeurs. Le deuxième étage est plus puissant et un adaptateur a été développé pour les grosses charges utiles, ce qui permettra d'envoyer des charges lourdes et encombrantes. Dans le détail, on sait que contrairement au second étage actuel, qui ne comporte qu'un seul moteur de type RL10, son successeur possédera 4 moteurs du même type. Ces moteurs, très fiables et performants, conçus dans les années 60 et alimentés en oxygène et hydrogène liquide à très basse température, équipent aussi la nouvelle Vulcan de ULA. Mais ce n'est pas tout, ce nouvel étage sera aussi bien plus grand, tant en diamètre qu'en hauteur, ce qui permettra d'y installer une batterie beaucoup plus grosse qui alimentera en énergie les 8 premières heures de la mission contre seulement 2 actuellement. Pour finir, tous les logiciels ont été revus, améliorés et optimisés. Il s'agit donc bel et bien d'un tout nouvel étage qui n'a plus rien à voir avec l'ancien. La NASA lui a donné le nom d'étage supérieur d'exploration, en anglais EUS. Comme cet étage n'a plus du tout les mêmes dimensions, il a aussi fallu créer un nouvel adaptateur pour le relier au vaisseau Orion, qui lui reste identique. La bonne nouvelle, c'est qu'il offre plus de 283 mètres cubes de volume supplémentaire pour transporter des gros composants tels que les modules pour la future station lunaire Gateway de la NASA. Cet avant-poste, essentiel dans le programme Artemis, sera en orbite lunaire pour soutenir l'équipage entre les missions de surface. Toutes ces améliorations apportées par la NASA à son lanceur lunaire prouvent qu'elle n'a pas encore dit son dernier mot et que pour le moment, un bon vieux lanceur consommable est encore indispensable pour mener à bien les missions Artemis. Et oui, si le Starship nous fait tous rêver, il faut garder à l'esprit qu'il est encore loin d'être opérationnel et que sa fiabilité n'est pas encore démontrée. Donc, même s'il est cher, la NASA a besoin de son SLS et cela devrait encore être le cas jusqu'à la fin de la décennie. La Chine a dévoilé samedi les noms de son atterrisseur lunaire habité et de son nouveau vaisseau spatial avec équipage.
Selon un communiqué de presse de l'Agence chinoise pour les missions spatiales habitées, l'atterrisseur lunaire qui transportera les astronautes chinois à la surface de la Lune s'appelle Lanyue, que l'on peut traduire par « étreindre la Lune », un nom qui est apparu pour la première fois dans un poème écrit par l'ancien président Mao Zedong en 1965. On apprend aussi dans le communiqué officiel que le mot Lanyue symbolise l'aspiration et la confiance du peuple chinois dans son exploration de l'univers et son expédition sur la Lune. Le nom du nouveau vaisseau spatial qui effectuera lui le voyage est Mengzhu ou vaisseau du rêve. Toujours selon le communiqué, il symbolise la grande responsabilité de réaliser le rêve de la nation chinoise d'Alunir pour commencer un nouveau voyage d'aventure spatiale. Au moins ça a le mérite d'être clair, ces noms très poétiques comme c'est souvent le cas dans la culture chinoise ont été choisis par un groupe d'experts parmi près de 2000 propositions sollicitées auprès du public. A noter qu'il y aurait deux modèles différents du Mengzhu, l'un sera utilisé pour transporter des astronautes vers la Lune, tandis qu'un autre remplacera l'actuel vaisseau spatial Shenzhou pour transporter les membres d'équipage entre la Terre et la station spatiale Tiangong, qui orbite autour de la Terre depuis bientôt 2 ans. Cette modernisation des vaisseaux de transport chinois s'ajoute donc à celle de ces lanceurs dont on vient juste de parler dans le sujet précédent. Les communiqués officiels chinois sont toujours très intéressants à décortiquer puisque, comme on le disait à l'instant dans notre sujet sur les futurs lanceurs réutilisables du pays, on y apprend que la recherche et le développement de Lanyue et de Mengzhu ainsi que de la fusée lourde nommée Longue Marche 10 progressent plutôt bien et selon le calendrier prévu. C'est aussi le signe que tout est sur les rails et suivi de près par les politiques qui assurent le financement de ces gigantesques programmes. Ce n'est pas tout, on en apprend également un peu plus sur la configuration finale de Lanyue, puisque selon les responsables de la mission, l'atterrisseur lunaire comportera 2 parties, une section d'atterrissage et une section de propulsion, et pèsera près de 26 tonnes. Il pourra accueillir 2 astronautes et un rover de 200 kg, une architecture que l'on peut qualifier de relativement classique comparée à la stratégie américaine, qui repose elle sur un atterrissage du Starship en version lunaire, le HLS. Le vaisseau spatial Mengzhu comprendra également 2 composants principaux, un module de rentrée qui abritera les astronautes et servira de centre de contrôle pour l'ensemble du vaisseau pendant le vol spatial, et un module de service qui contiendra les systèmes d'alimentation et de propulsion. Le véhicule mesurera près de 9 mètres de long, 4,5 mètres de diamètre et pèsera 22 tonnes. Bon, je le redis pour ceux d'entre vous qui en douteraient encore, la course à la Lune est bel et bien repartie, et soyons honnêtes, pour notre plus grand plaisir. Une infime épaisseur de glace de quelques dizaines de nanomètres, autrement dit quelques millionièmes de millimètres, a failli aveugler l'un des instruments les plus pointus envoyés ces dernières années dans l'espace, le télescope spatial européen Euclide. Il faut dire que sa mission est cruciale, c'est essayer de comprendre enfin l'origine de la matière noire et l'énergie sombre, 2 mystérieuses composantes de l'univers qui, d'après les dernières découvertes, représentent tout de même 95% de sa composition. Autrement dit, on ne connaît que 5% de la composition de l'univers aujourd'hui. Ce problème de glace n'est pas rare sur les satellites, mais dans le cas d'Euclide, ça peut vite devenir catastrophique. En tout cas, le problème est tout sauf simple, les 2 industriels concepteurs d'Euclide, Thales Alenia Space et Airbus Defence and Space, ont planché plus de 6 mois pour essayer de trouver une solution satisfaisante. Résultat, ces derniers jours, les équipes d'Euclide ont testé une procédure spéciale pour dégivrer les instruments optiques de la mission, et la bonne nouvelle, c'est que tout s'est bien passé. Alors comment ont-ils bien pu procéder pour sauver cet observatoire à plus de 600 millions d'euros ? La solution a consisté à chauffer par radiation 2 miroirs qui se trouvent près de la caméra qui capte la lumière visible, c'est elle qui captait moins de lumière que son homologue infrarouge, et c'est d'ailleurs ce défaut qui avait permis à plusieurs astronomes de se rendre compte du problème. Au bout de quelques heures, la caméra a retrouvé ses capacités, et même plus puisque selon les scientifiques, elle est encore plus sensible et stable que lors de son lancement. Pour le moment, Euclide a déjà fourni une grande quantité de données qui vont devoir être traitées avant leur publication en 2026 afin de pouvoir établir une carte 3D de l'univers comme nous ne l'avons jamais vu. Si aujourd'hui c'est l'euphorie pour les équipes, et on les comprend, il est fort probable que d'autres opérations de dégivrage soient nécessaires, mais avec cette nouvelle procédure, ce n'est plus une inquiétude. Bon, maintenant la question qu'on peut se poser, c'est d'où vient cette eau ? Nous sommes dans l'espace et normalement il n'y a pas d'eau. Eh bien en fait c'est assez simple, elle vient de la Terre. Lors de l'assemblage du télescope, des molécules de H2O, donc d'eau, contenues dans l'air se sont nichées dans l'appareil, et malgré une procédure de dégazage qui consiste à réchauffer le télescope par des radiateurs embarqués, une très faible quantité a subsisté, et ces dernières, soumises aux -140 °C de l'espace, eh bien s'est accrochée aux parois, formant du givre.
Cet incident vous montre aussi qu'envoyer si loin dans l'espace des instruments optiques, c'est d'une grande complexité, et que malgré le soin apporté, des problèmes peuvent surgir là où on ne les attendait pas. Contrairement à Hubble qui tourne autour de la Terre en orbite basse, James Webb, Euclid et le futur télescope Nancy Grace Roman doivent être placés à 1,5 million de kilomètres de la Terre, dans une direction opposée au Soleil, en orbite autour d'un point particulier appelé le point de Lagrange L2. Cet emplacement éloigné est nécessaire pour que les instruments puissent fonctionner sans perturbation extérieure, mais en contrepartie, toute intervention humaine est impossible à cette distance. Le risque de rencontrer un problème sérieux existe donc, il faut en être conscient, mais heureusement on peut faire confiance aux talentueux ingénieurs de l'ESA et de la NASA, sans qui rien ne serait possible, et qui prouvent encore aujourd'hui que leur savoir-faire est inégalable. Les terriens, merci d'avoir suivi l'actualité spatiale avec le journal de l'espace. Comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce de YouTube. On se retrouve ce week-end avec le journal de la Starbase. Je vous souhaite un très bon week-end d'ailleurs. Salut les terriens!